Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le verdict est tombé ce matin, 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Teodoro Obiang Mangué, le vice-président de la Guinée équatoriale, a été condamné par la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza pourrait bien briguer un 4e mandat. Ceci grâce à un projet de révision constitutionnelle adopté en Conseil des ministres ce mardi 24 octobre. Et puis au Maroc, le dynamisme de la filière oléicole se poursuit. La production d'olives a connu une hausse record de 47,8% par rapport à la même période en 2016. 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous les biens du vice-président de la République équato-guinéenne, Teodoro Obiang Mangué, saisi sur le territoire français. Le verdict du procès de l'affaire dite des biens mal acquis a été annoncé ce vendredi par la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Les autorités équato-guinéennes, qui ont toujours réfuté ces accusations, dénoncent un procès politique. Je vous propose d'écouter la réaction de Miguel Oyono Ndong Mifumu, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, qui dénonce également un procès politique. Nous pouvons dire que c'est un habillage juridique qui a été prononcé. C'est pourquoi nous nous sommes présentés à la Cour internationale pour dénoncer ce type d'agissement de la part de la justice française. Ce type d'agissement n'honore pas à la justice française, n'honore pas aux engagements de la France vis-à-vis des droits internationaux et vis-à-vis des accords qu'il y a avec la Guinée équatoriale. Nous allons examiner maintenant la suite de l'affaire. Peut-être les avocats vont faire recours à cet prononcement. Et ce qui était plus important pour nous, c'est que le vice-président est libre maintenant de pouvoir aller où il veut et sans courir aucun risque à titre personnel. Au Sénégal, Khalifa Sall pourrait bientôt perdre son immunité parlementaire. Le procureur de la République en a fait la demande ce jeudi auprès de l'Assemblée nationale. Une requête est également en cours d'examen. Notons que les partisans du député maire de Dakar, incarcéré depuis mars, notamment pour des accusations de détournement de fonds publics, utilisaient la carte de l'immunité parlementaire pour réclamer sa libération. Au Mali, l'état d'urgence qui a été mis en place en 2015 n'a pratiquement pas été interrompu depuis l'attentat djihadiste du Radisson Blu à Bamako. Le gouvernement l'a annoncé ce samedi 21 octobre dans un communiqué. L'état d'urgence sera prorogé pour une année supplémentaire à compter du 31 octobre 2017. Plus d'explications avec Mortag Bari. L'état d'urgence qui avait été prorogé pour une période de 6 mois au Mali expire le 31 octobre 2017. Une nouvelle prorogation entrera en vigueur immédiatement et ce jusqu'au 31 octobre 2018. Le gouvernement justifie cette décision par la situation sécuritaire sans cesse inquiétante. Elle vise à donner plus de prérogatives aux forces de sécurité qui pourront au besoin perquisitionner, contrôler toute personne suspecte. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus d'Alger. Lorsque la mise en œuvre de cet accord sera entière, nous allons avoir une armée reconstituée. Ça veut donc dire que dans l'armée malienne seront intégrés plusieurs combattants de la CEMA. Si la volonté du gouvernement n'est autre que la préservation de la quiétude des populations, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les abus des forces de sécurité. La task force de la CEDEAO, dans un récent rapport transmis au chef d'État, avait fustigé le comportement d'agents chargés de sécuriser les postes frontaliers. Elle recommande plus de rigueur dans les frontières de la CEDEAO si l'on veut efficacement lutter contre le terrorisme. C'est une très bonne chose de mettre en place des dispositions qui peuvent empêcher au terrorisme d'avoir accès facilement à nos populations et à nos biens. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, parce que nous avons eu à visiter déjà 9 pays, le Mali est le 10e pays, ces postes de sécurité et d'observation se transforment souvent en des postes de raquettes, des tracasseries de toutes sortes. Le ministère malien de la Sécurité fait des efforts pour lutter contre le terrorisme qui passe par une bonne tenue des hommes en charge de la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi plusieurs postes de contrôle connus pour être des lieux de raquettes ont été supprimés et un dispositif de réaction rapide a été mis en place dans des endroits fréquentés et stratégiques.
La Constitution au Burundi sera bientôt revisitée. Le projet de révision qui a été voté en Conseil des ministres ce mardi 24 octobre pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de se présenter aux élections présidentielles de 2020. Un 4e mandat pour l'actuel chef de l'État qui pourrait créer plus de tensions avec l'opposition. Des détails avec Solange Patricia Dubois. Au Burundi, un projet de révision en profondeur de la Constitution a été approuvé mardi 24 octobre en Conseil des ministres. Un texte qui, après adoption par référendum, pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer un 4e mandat en 2020. Le pays est déjà plongé dans une crise. Normalement, il est prévu dans la Constitution qu'on ne peut pas revoir la Constitution en période de crise politique profonde comme celui d'aujourd'hui. La révision de la Constitution, donc, va renforcer la crise. La crise va être profonde. On est dans une phase de résistance et la phase finale ne va pas tarder à venir, et j'en suis sûr. Ce projet de révision n'est pas une surprise puisque le texte était en concertation depuis plus de 6 mois. Pour justifier sa démarche, le gouvernement burundais invoque une constitution promulguée le 18 mars 2005 censée régir le régime post-transition. Une transition qui n'est plus d'actualité depuis les élections de 2010. La révision de la constitution, ça ressort de tout un processus. Il y a eu la consultation populaire, donc le dialogue interburundais. Les Burundais ont vu qu'il y avait quand même certains manquements au niveau de la Constitution et qu'il fallait l'adapter. Nulle part n'est mentionné le président Nkurunziza pour ce qui est de la révision de la Constitution. Ce qui va changer, on va voir ça avec le temps. Le gouvernement prévoit également de remanier entièrement sa structure. Ainsi, un Premier ministre chef de gouvernement issu du parti majoritaire remplacera le second vice-président et les lois simples seraient désormais adoptées à la majorité absolue au Parlement. Une véritable révolution qui devrait être soumise au référendum au plus tard d'ici la mi-février 2018. 400 milliards de francs CFA, telle est la somme que le FMI envisage de débloquer pour le Gabon dans le cadre du plan national de relance économique. Cette somme représente le dernier versement d'un crédit de 617 milliards de francs CFA accordé le 20 juin par le FMI pour l'exercice 2017 au Gabon. Une somme globale qui devrait servir entre autres à surmonter la crise due à la baisse du baril de pétrole. Au Maroc, la production d'oliviers est un domaine clé et en pleine dynamique. En 2017, 1,56 million de tonnes sont attendues, soit une hausse de 47,8% par rapport à la campagne 2016. Un record historique au Maroc. Découverte avec Corinne Kamdem. Le Maroc enregistre la plus forte production d'olives de son histoire. Avec un record de production estimé à 1,56 million de tonnes, la production de la campagne 2017 affiche une hausse de 47,8% par rapport à la campagne de 2016. La production élevée est le résultat de bonnes conditions phytosanitaires dans les vergers nationaux oléicoles et aussi d'investissements dans le secteur. Nous avons presque atteint 1,1 million d'hectares plantés d'oliviers et notre objectif est d'atteindre 1,3 million d'hectares. Aujourd'hui, notre production d'olives a atteint 1,56 million de tonnes, dont une partie sera transformée en huile d'olive et nous exportons entre 40 et 50 000 tonnes par an. Tous ces facteurs montrent que notre production est positive cette année. Le Maroc est le 5e producteur et exportateur mondial d'huile d'olive avec un des coûts de production les plus bas aux côtés de la Turquie et de la Tunisie. Le pays a presque doublé sa production d'huile d'olive ces dernières années, mais il est maintenant confronté à la concurrence de certains pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Une stratégie nationale de développement agricole, connue sous le nom de Plan Vert Maroc, a mis en place 21 000 hectares de nouvelles plantations entre septembre 2016 et septembre 2017. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui commencent à produire. En l'occurrence le Chili, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, le Pakistan. Donc tout le monde s'y met un petit peu à l'olive. Mais ce caractère, cette olive méditerranéenne, on doit la préserver. Et c'est pour ça qu'on est en train tous de travailler pour un label, si on veut dire un label olive, huile d'olive méditerranée. Pour la Fédération interprofessionnelle de l'industrie de l'huile d'olive, il est important de protéger le label de l'huile d'olive méditerranéenne. Alors que le Maroc n'est pas encore en concurrence avec l'Espagne et l'Italie, les deux superpuissances de l'industrie oléicole, les professionnels du pays se tournent vers un avenir fructueux.
Dans le reste de l'actualité, le mouvement de grève lancé au Burkina Faso par 15 syndicats de l'éducation se poursuit. La protestation qui a commencé ce jeudi 26 octobre et pour une durée de 48 heures a été marquée par une marche jusqu'au ministère en charge de l'éducation où un message a été remis au ministre de tutelle. Ces derniers réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et la valorisation de la fonction enseignante. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.